Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, je trouve, fascine autant qu'il divise dans le monde du cinéma. C'est l'idée qu'on pourrait presque craquer le code d'un scénario à succès. Notre source, c'est un livre qui est devenu culte, une sorte de bible pour certains à Hollywood, Save the Cat, de Blake Snyder. Oui, un livre qui a cette réputation d'être incroyablement pragmatique. Snyder, c'était pas un théoricien dans sa tour d'ivoire, hein. C'était un scénariste qui a vraiment vendu des scripts et pour beaucoup d'argent. Donc son approche, c'est celle d'un artisan, pas forcément d'un artiste pur. Exactement. Et il promet, je cite, le dernier livre sur l'écriture de scénario dont on n'aura jamais besoin. Rien que ça. Alors, notre mission aujourd'hui, ça va être de décortiquer cette fameuse méthode. On va essayer d'extraire la structure, les règles, les astuces qui se cacheraient derrière les grands succès. Et surtout, on va tenter de répondre à la question qui fâche, est-ce que connaître cette formule, c'est la clé du succès, ou est-ce que c'est le meilleur moyen de tuer toute originalité? C'est une excellente question. Parce que Snyder, et c'est ça qui est intéressant, il traite pas le cinéma avec une révérence excessive. Pour lui, un film, c'est aussi un produit qui doit trouver son public. Et c'est cet équilibre constant entre l'art et le commerce qui est vraiment au cœur de sa méthode. Et tout commence par une question qui a l'air toute simple, mais qui est apparemment la plus redoutée à Hollywood. De quoi ça parle? C'est ça. Et selon lui, si on n'est pas capable d'y répondre en une seule phrase, c'est simple. Le projet est mort. Il ne verra jamais le jour. C'est le concept de la logline. C'est l'outil de vente numéro un. C'est plus qu'un simple résumé alors. Ah oui, c'est l'ADN du film. L'exemple qu'il donne dans le livre, c'est Four Christmases. La logline, c'est un couple doit passer le jour de Noël dans chacune de leurs 4 familles de parents divorcés. Et en une phrase, on a tout. C'est vrai, on voit immédiatement le film, on imagine les scènes, le ton, le conflit. Exactement. Mais il va plus loin. Il dit qu'une bonne logline doit cocher 4 cases. La première, c'est l'ironie. L'ironie, c'est-à-dire. Un décalage, un truc qui pique la curiosité. Prenons Die Hard, par exemple. La logline, ça pourrait être un policier vient à LA pour se réconcilier avec sa femme et il se retrouve seul à affronter des terroristes qui prennent tout l'immeuble en otage. Ah oui, je vois. L'ironie, c'est le contraste énorme entre la mission intime, presque banale, et les crises extrêmes qui lui tombent dessus. C'est ça. Ce n'est pas juste un flic contre des méchants. C'est, comme le dit l'affiche, le mauvais type au mauvais endroit au mauvais moment. Ça change tout. D'accord. Deuxième critère. Une image mentale forte. Tu lis la phrase, tu dois presque voir l'affiche du film. Mhm. Troisièmement, ça doit suggérer le public et le budget. Pour Cat Christmases, on sait tout de suite qu'on est dans une comédie grand public, budget moyen, quoi. Et enfin, le titre. Le titre doit être percutant et si possible faire partie du concept. Cat Christmases, c'est un titre parfait parce que c'est le concept. D'accord. Donc, on a notre idée bien formulée. Mais après, il faut la ranger dans une case. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Snyder, il met au rebut les genres classiques. Fini, comédie romantique, thriller. Pour lui, ça ne dit rien sur la vraie nature de l'histoire. Pour lui, ce sont des étiquettes marketing, pas des outils pour construire une histoire. Alors il propose 10 genres qui sont basés sur la structure du récit. Ce sont des plans, des schémas, Et c'est ce qui amène à des classements pour le moins surprenants. on peut le dire. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Mettre Die Hard et la liste de Schindler dans la même catégorie, ça semble presque une provocation. Comment est-ce que c'est possible? L'un est un film d'action culte, l'autre un drame historique majeur sur l'Holocauste. C'est là que sa logique est assez brillante en fait. Il faut oublier le décor, le ton, l'époque. Il faut regarder le moteur de l'histoire. Pour lui, ces deux films appartiennent au genre un gars avec un problème. La définition est toute simple. Un type ordinaire se retrouve dans des circonstances extraordinaires. Un type ordinaire? Oui, John McClane, c'est pas un super soldat. C'est un flic qui a peur de l'avion, qui est en instance de divorce. Et Oscar Schindler, ce n'est pas un saint au début. C'est un homme d'affaires opportuniste, membre du parti nazi. L'un comme l'autre, ce sont des gens normaux, complètement dépassés et qui doivent puiser au fond d'eux pour survivre. Vu comme ça, c'est très éclairant, en fait. On se concentre sur la mécanique interne du personnage. Et les autres genres. Il y a le monstre dans la maison. J'imagine que c'est pas que pour les films d'horreur. Pas du tout. C'est un archétype, les règles sont simples. 1. Un espace clos, ça peut être une maison, un vaisseau dans Alien, ou même une station balnéaire dans Les Dents de la Mer. D'accord. 2, un monstre. Et 3, un péché qui a attiré le monstre, souvent la cupidité.
Dans Les Dents de la Mer, le maire refuse de fermer les plages pour l'argent. Et le monstre frappe. Ça oblige à être créatif dans un cadre défini. Et la toison d'or, ça sonne très mythologique. C'est exactement ça. C'est le genre de la quête, du road movie. Le héros part chercher quelque chose, un trésor, une personne, et à la fin, ce qu'il trouve, c'est lui-même. C'est Star Wars, c'est Le Magicien d'Oz, mais c'est aussi les films de braquage comme Ocean's Eleven. L'important, c'est la transformation interne du héros. D'accord. Donc on a une idée, un genre structurel, il nous manque le cœur du réacteur, le héros. Snyder dit que toute bonne histoire commence par « c'est l'histoire d'un gars qui…» C'est notre point d'entrée. Et sa règle est simple. Le héros doit servir l'idée et pas l'inverse. Pour trouver le bon héros, il faut se demander qui va générer le plus de conflits dans cette situation, qui a le plus long chemin à parcourir. Il donne l'exemple de mise à l'épreuve, Ride Along en VO, un prof un peu coincé, allergique au risque, qui doit passer une journée avec son futur beau-frère, un flic casse-cou. Le conflit est là, direct. Ah bah oui. Si le héros avait été un ex-béret vert, le film n'aurait eu aucun intérêt, le moteur comique et dramatique disparaîtrait. Et pour qu'on s'attache à ce héros, Snyder insiste, il faut lui donner des objectifs primaires, des désirs qu'un homme des cavernes comprendrait. La survie, la faim, ce genre de choses. Exactement. La survie, la faim, le sexe, la protection de sa famille, la peur de la mort. Dans Four Christmases, l'enjeu, c'est pas juste de passer un bon Noël. L'enjeu, c'est l'avenir de leur couple. Cette épreuve teste leur amour, leur engagement. Ce sont des désirs universels. Donc, si on récapitule, on a une idée forte, un genre, un héros avec des désirs primaires, mais comment on agence tout ça? J'imagine qu'il suffit pas de tout mettre dans un shaker. C'est là qu'intervient sa fameuse beat sheet, sa feuille de route, c'est ça? Exactement. La Blake Snyder Beat Sheet, ou la BS2. C'est une carte en 15 points du voyage émotionnel du spectateur. Il a analysé des centaines de films et il a découvert qu'ils suivaient quasiment tous le même schéma rythmique, à la page près. Pour un scénario de 110 pages, c'est un vrai plan d'architecte. Et pour voir comment ça marche, il décortique Miss Detective, Miss Congeniality. Excellent exemple. Oui, que tout le monde connaît. Alors, comment ça commence? Ça commence par l'image d'ouverture, à la page 1. On voit Gracie Hart, Sandra Bullock, enfant. C'est un vrai garçon manqué. Puis on la voit adulte, agent du FBI, toujours aussi masculine. Le personnage et son problème sont posés. Ok. Ensuite, page 5, le thème est énoncé. C'est ça. Un collègue lui dit qu'elle devrait être plus féminine. Elle répond qu'elle n'en a pas besoin. Le film va passer son temps à débattre de cette affirmation. Et puis, le drame arrive. À la page 12, c'est le catalyseur, l'incident qui lance tout. Une menace terroriste sur le concours de Miss America, et il faut une agente infiltrée. Et devinez qui est la seule candidate possible. C'est le début des ennuis. Et c'est là qu'on arrive à la partie que tout le monde attend, non? La promesse de l'affiche. C'est la section qu'il appelle Fun and Games, entre les pages 30 et 55. C'est le cœur du concept. C'est là qu'on voit l'agent du FBI maladroite tenter de devenir une reine de beauté. C'est les scènes du relooking, de la démarche. Les scènes de la bande-annonce, en fait. C'est exactement ça. C'est ce pourquoi les gens ont payé. Puis, au milieu, page 55, le point médian. Le milieu du film. C'est un faux pic. Elle commence à s'intégrer, à se faire des amis, on a l'impression que ça y est, elle a réussi, que tout va bien. Mais c'est pour mieux préparer la chute. Et la chute, elle arrive à la page 75, avec le moment qu'il appelle « Tout est perdu Le point le plus bas, elle est renvoyée de l'affaire par le FBI. Elle perd tout. Son badge, sa mission. Snyder appelle ça le souffle de la mort. C'est pas une mort physique, c'est la mort de son ancienne identité. Elle n'est plus la fille avec un badge. Elle est seule. ». Et c'est de ce point bas qu'elle va pouvoir renaître pour le final, dans les dernières pages. C'est la synthèse. Elle retourne au concours, mais cette fois en tant qu'amie pour protéger les autres. Et pour arrêter le méchant, elle va devoir utiliser à la fois ses compétences de flic et sa nouvelle empathie, sa féminité. Les deux mondes fusionnent. Et la boucle est bouclée, avec l'image finale, qui est l'exact opposé de l'image du début. Seule, moquée par des hommes, à la fin, elle est sur scène, entourée de femmes, ses nouvelles amies, qui lui donnent le prix de Miss Sympathie. La transformation est totale, et surtout, elle est visuelle. C'est fou, c'est réglé comme une horloge suisse. Mais est-ce que c'est pas ça le risque? Que tous les films finissent par se ressembler? On en revient à notre question du début. C'est le grand débat. Snyder, il dirait que c'est comme la gamme en musique. Tous les musiciens apprennent les mêmes gammes, mais ça ne les empêche pas de composer du jazz, du classique ou du rock. C'est une structure qui guide l'émotion du public, mais le contenu, les personnages, le dialogue, c'est là que se trouve l'originalité. Pour finir,
Il donne aussi quelques lois, des astuces pour éviter les pièges. Et la plus célèbre, c'est celle qui donne son nom au livre. Save the cat. Sauver le chat. Ça me semble un peu simpliste, non? Voire manipulateur. On a vraiment besoin que le héros fasse un truc de dessin animé pour qu'on l'apprécie? C'est une excellente objection. En fait, Snyder dit pas qu'il faut forcément aimer le héros. Le but du Save the Cat, c'est de nous faire prendre parti pour lui, de nous investir. C'est une scène, au tout début, où le personnage fait quelque chose qui nous rend, sinon sympathique, du moins compréhensible. Dans Aladdin, il vole du pain, mais c'est pour le donner à des enfants. D'accord. Dans Sea of Love, le flic joué par Al Pacino laisse filer un petit malfrat parce qu'il est avec son fils. On se dit, ok, je vois qui est ce type, je suis prêt à le suivre. C'est plus subtil que l'image littérale, en fait. Une autre loi a un nom assez drôle, le pape dans la piscine. Ça concerne le fait de cacher des informations. C'est exactement ça, c'est l'art de la distraction. On a tous vu ces scènes d'exposition super ennuyeuses où deux personnages se racontent des trucs qu'ils savent déjà, juste pour nous informer. L'idée, c'est de donner ces infos pendant une scène si visuellement surprenante que le public les absorbe sans s'en rendre compte. L'exemple vient d'un script où on révèle des détails sur un complot pendant que le pape fait des longueurs dans sa piscine. Le spectateur est tellement occupé à se dire «Attends, le pape a une piscine au Vatican?» qu'il ne remarque même pas qu'on lui a donné une info cruciale. C'est très malin. Et enfin, il y a la loi du double mumbo-jumbo. Ça, c'est une règle de cohérence interne. Elle dit que le public est prêt à accepter une grosse convention magique par film, mais pas deux. Dans Spider-Man, on accepte qu'une araignée radioactive donne des super-pouvoirs. C'est la règle du jeu. Mais si dans le même film, le méchant obtenait ses pouvoirs d'une météorite extraterrestre? Ça commencerait à faire beaucoup. Exactement. Deux origines surnaturelles différentes, deux types de magie, ça brise la suspension d'incrédulité. Il faut choisir sa magie et s'y tenir. C'est intéressant parce que les univers partagés de super-héros d'aujourd'hui semblent constamment briser cette règle en mélangeant magie, science, extraterrestre. C'est vrai. On pourrait dire que le public moderne a été éduqué pour accepter un triple mumbo jumbo. Mais chaque univers doit quand même établir ses propres règles. Le principe de cohérence reste le même. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces lois sont basées sur une chose, la gestion de l'attention et de l'empathie du public. Alors, après ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? D'un côté, on a une méthode incroyablement détaillée, presque une recette de cuisine pour écrire un film qui marche. Une structure, des règles claires. Blake Snyder, il démystifie l'écriture, il en fait un artisanat. Et d'un autre côté, on a cette crainte que si tout le monde utilise le même plan, tous les bâtiments finissent par se ressembler, que cette structure qui est pensée pour être un guide devienne une prison. Une prison qui formaterait la narration et empêcherait l'émergence de voix vraiment singulières. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Maintenant que ces rouages sont exposés, que ce code est connu, est-ce que ça représente une libération, un outil pour construire des histoires plus solides? Ou est-ce que c'est un carcan, le risque de voir le cinéma devenir de plus en plus prévisible? Snyder lui-même disait qu'il faut connaître les règles pour pouvoir les briser intelligemment. La vraie question est peut-être combien de scénaristes aujourd'hui apprennent les règles juste pour les appliquer et combien les apprennent pour mieux s'en affranchir?